Ouais, 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 c'est bon, ouais. bon, moi Impeccable. je vais rester en mode, Ouais, très bien, ouais. enfin, j'ouvrirai quand même, Ok. ouais, attends, je vais faire un truc parce que j'ai quand même double screen, ouais, je vais faire ça pour pouvoir couper mon micro quand c'est toi qui parles, que ce soit pas que ce soit clean. Donc, mais c'est bon. Et puis je reste en screen, moi, ici. Ok, ça marche. Est-ce que tout le monde nous entend bien, les gars, ceux qui sont en ligne? Vous pouvez laisser un commentaire sur le dernier post. Hop, impeccable. Très bien, super. Donc pour rappel à tout le monde, là il est minuit 7. Le discours de Trump sera à 3 heures du matin, heure française. Euh, bon, il y a plusieurs scénarios qui sont envisageables. Il y a déjà pas mal de rumeurs aussi que j'ai vu passer, notamment dans le journal Le Politico qui a affirmé clairement que Trump voulait annoncer une fin du conflit. Alors, bon, ce qui est délicat, c'est que on- on- sa crédibilité, là, elle s'est effritée à vitesse grand V ces dernières semaines. Dans quel sens il veut aller, c'est pas simple. Donc il peut faire une annonce, il peut dire une fin de la guerre, il peut annoncer encore des délais parce qu'il aime bien ça. Là, il y a eu un vrai rebond sur les indices US aujourd'hui en daily, à voir si ça va continuer. Euh, je regarde un petit peu les news en même temps. Ouais. Ouais, et puis d'un autre côté, hein, comme d'hab, l'Iran qui dément et qui réaffirme sa position, qu'il n'y aura pas de fin du conflit tant que ces conditions sont pas, ne sont pas respectées, à savoir un dédommagement de tous les frais causés, un retrait de toutes les bases américaines dans la région. Ça va pas être simple. Et on devrait avoir, ouais, naturellement de la volatilité parce on en a pas trop eu. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un pricing du marché. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Jules. Ouais, aujourd'hui, c'était le genre de journée je trouve un peu chiante, pas mes journées favorites. Ce que je disais, euh, Ce que je disais dans le chat par écrit sur la fin de journée, c'est que le gros du bounce, bah, j'ai utilisé là, si on voit bien mon screen, hein, ouais, sur le Nasdaq. En fait, la grosse journée de hausse, elle était hier, hein, sur cette bougie-là, mardi. Et là, bon, on a continué un peu, mais au regard de ce qu'on a fait, il y avait peu de volatilles. Et, euh, et sur les cryptos, qu'on peut pour l'instant essentiellement trader là, dans ce qu'on est en train de faire, avec le groupe, il y avait encore moins de volatilité sur Bitcoin. Si je mets à la place de Bitcoin, là, je pense que les gens peuvent voir la différence entre Nasdaq et le Bitcoin, hein. Ça a été plus mou Ouais, sur le rebond de Bitcoin. Ouais, et la journée je d'aujourd'hui, bah, je te crois coupe, que Jules. voilà, hein, On voit pas la vidéo. ça fait un vieux doji qui va fermer Ouais, là où on il voit ouvre. pas la. Ouais, Jules, on voit pas la vidéo. Est-ce Ah que tu ouais? peux ouais, désactiver, réactiver? On la voyait là tout à l'heure. Il y a là les. Alors sur mobile, elle est complètement floutée. Attends. Je vais essayer de couper, de relancer. Attends. Ouais, Peut-être parce que c'est bizarre. Peut-être quand j'ai changé si je mets écran 1. Attends. ouais, là c'est une vidéo en pause. Tu vois là? Ça devrait être bon, non? Non. Alors, ah, attends, ça va venir. J'ai l'impression comme s'il y avait du lag. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais. Parce que moi j'ai un retour, en plus j'ai un retour dans l'appli. J'ai un retour sur Telegram de mon écran, donc c'est étrange qu'on ne voit pas. Alors, attends, je vais demander.
est-ce que tu veux bien essayer de quitter le live et revenir? Ouais, vas-y, on va faire ça, on va y arriver. Je reviens. Ouais, désolé, hein, désolé à tous les aléas du live. Après, on a le temps là ce soir, hein. De toute façon, on est là. Alors, on va peut-être pas durer à 3 heures jusqu'au discours de Trump, mais on a le temps. Et il y a toujours des aléas dans un live. Donc, désolé à tous. Aussi, les gars, bon, il sera un petit peu moins formel que le premier live, hein, quand je vous ai présenté Jus. Donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole, vous n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de lever la main. Voilà, il n'y a pas de souci. Ou alors même en commentaire, on Je la suis de joue. retour, je retente le partage, hein. Allez, super. Ouais, je leur disais, hein, que si certains veulent intervenir, qu'ils n'hésitent pas. On est dans le partage, dans la connaissance. Ok, là c'est mieux. Tu vois, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais il devait y avoir un bug, c'est bizarre. Ouais, c'est pas, et puis c'est pas le mieux. De toute façon, là à terme, je te disais, alors je l'ai pas dit aux autres, mais on va se mettre une chaîne Twitch. Je pense que c'est la meilleure plateforme streaming à l'heure actuelle. Ouais, clairement. Ok, bah je refais le petit point que je faisais sans qu'on voit mon écran, quoi. C'est bon, let's go. Let's go. Ouais, donc, ce que tu disais, ouais, par rapport à la journée qui vient de s'écouler, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, le marché a pas trop pris de décision, pas fait de choix. Mais c'était hier, en fait, on le voit ici, donc ça c'est le Nasdaq, c'est en daily, et la candle ici d'hier, bon maintenant avant-hier, mais mardi 31 mars, c'est là qu'il y a eu le gros bounce, hein. C'était assez comme journée, si je recheck l'amplitude de la bougie sur le Nasdaq en pourcentage, c'est pas rien, c'est plus de 4%, presque 4,5% de rebond sur le Nasdaq, c'est pas rien quoi. Et aujourd'hui, bon bah on voit que c'était beaucoup moins punchy. Et ça, j'avais dit aux gens de se méfier parce que on venait sur des moyennes mobiles par en dessous et notamment si je mets un peu de propre, notamment la moyenne mobile, il y a une moyenne mobile 12 périodes qui doit être avec toutes celles que j'ai. Attends, ça c'est là. Voilà. La 12, on est un peu passé au-dessus, ceci dit, mais bon, on voit on a du mal à confirmer, donc il faudra voir. Et ça faisait zone de résistance, c'était une zone de résistance classique. Et puis bon, bah là, il y a de la volate qui va se redéclencher hein, avec Trump. Donc c'est pour ça que le marché est aussi en attente. Et ce que je disais juste avant que tu me dises que l'écran fonctionnait pas tout à l'heure, c'est que je Ouais. comparais avec Bitcoin. Et comme pour l'instant, ça va venir petit à petit, on va pouvoir trader plus d'assets, mais là, pour l'instant, c'est surtout les cryptos. Bon, bah, sur Bitcoin, la journée, elle a été encore plus chiante. Là, elle n'a pas encore totalement clôturé hein, sur Bitcoin. Ce sera 2 heures du mat et on voit que ça fait un doji, quoi. En fait, on n'a pas bougé aujourd'hui. On a tenté un peu, mais on s'est fait renvoyer. Donc, ça a été moins punchy. De grosses impulsions, Ouais, sauf c'est si ça. ça suit direct, c'est pas top. Ouais, c'est pas le meilleur. Ouais, ouais, hier, en fait, c'était hier qu'on a eu la grosse impulsion. Encore une fois, c'était clairement macro, c'est-à-dire que ça a été timé avec la news de Trump en mode fin de la guerre. Euh, donc peut-être qu'en fait, le discours, je pense, à 3 heures du matin, va être dans ce sens-là, dans la prolongation de son annonce d'hier, à savoir, en tout cas, un discours, hein, voilà, il faut faire la différence entre le discours et la réalité. On est sur des propagandes de guerre. On sait aussi que Trump prend en compte beaucoup les marchés financiers. Donc voilà. En tout cas, hier là, il y a eu la grosse impulsion. D'ailleurs, dans le groupe privé, je crois qu'on a imprimé 1700 $. Tu as fait une belle sortie d'ailleurs à 68 300. On était parti de 66 500. Euh, Ouais, ouais. là aujourd'hui, c'était un petit peu plus chiant. Il y a eu aussi le fait,
comme d'hab, hein, quand on sait d'avance qu'il va avoir une annonce, bah tout le monde est un peu immobile, les investisseurs attendent l'annonce, donc il n'y a pas de prise de risque dans un sens comme dans l'autre. C'est plus quand il y a des annonces un petit peu surprises qui sont pas anticipées comme celle d'hier. Après voilà, on n'est pas à l'abri là à 3 heures du matin que ce soit complètement inversé, qui parle d'une intervention au sol par exemple. Euh, voilà, en tout cas, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il va encore annoncer des délais, parce qu'il aime bien annoncer des délais, qu'on soit dans des ultimatums de 3 jours, ou qu'on soit il reste 3 à 4 semaines, etc. Ça lui permet aussi de faire un petit peu, comment dire, retenir les marchés dans un sens ou dans l'autre. Alors sur tu Ouais, peux ouais. ouais, par rapport à, moi j'ai mon petit avis sur le discours à venir et pour ce que tu disais par rapport à Bitcoin là et sur le trading d'aujourd'hui. De toute façon, ce que j'avais marqué, moi j'attendais qu'ils reviennent dans la zone éventuellement pour faire un long, donc plutôt sur 67 500, il y est pas allé. Et voilà, j'avais pas envie de trader dans ce flou s'il y allait pas. Mais l'ordre limite est toujours posé, hein. D'ailleurs, si on a de la volatilité pendant le call, donc ça peut être à double tranchant, mais le stop de toute façon est serré. Mais voilà, il est toujours placé, hein, pour BTC. Ouais, Et pour, ouais, je pense on peut le donner, hein, de toute façon, mais en groupe VIP, là, t'as envoyé en order limit. Si tu veux donner le point d'entrée, là, à tout le monde, ça peut être cool. ouais, attends, je vais checker sur l'autre screen. Ouais, il est à 67 420 exactement pour l'ordre limite. Ok, ouais, tu l'as dit. Bah, tu l'as placé comment? Je pense, c'était le plus haut c'était le plus Bah haut. alors attends, je vais La passer dernière fois. je vais montrer ici. Ouais, on voit toujours bien mon écran. Voilà, c'est bon, hein. Ça bug plus. Ouais, attends, mon écran, on le voit, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Des fois, il y a des petites intermittences, mais là, c'est bon. Donc en fait, pour l'ordre de 67 420, de toute façon, c'est pour aller rechoper en gros la liquidité de cette nuit. Et il y a une petite zone, si j'enlève ça pour mettre il y a une petite zone d'inefficience, j'en ai parlé dans le message. Ici, mon algo, moi, il me le marque là, ici, en horaire, sur bah, justement une des impulsions de mardi, quand on était dans le trade et on est allé chercher, on est allé chercher notre TP final. Bon, ça a laissé une petite zone d'inefficience ici. Et puis on revient dans une zone de volume, comme je dis, il y a pas mal de convergences, hein, à chaque fois. Bah, dans la façon dont je traite, c'est jamais un seul indicateur magique, c'est un ensemble de choses. Et donc 420, j'ai mis l'entrée légèrement au-dessus de cette zone pour si jamais ça front run. Et puis après le stop il est sous le lot horaire à 454. Donc l'idée c'est de rebalayer un peu là-dessus et de continuer après le flux aussi en horaire quoi. Donc et de maintenir si je fais le truc basiquement derrière, quand on a fait un flush là en début de semaine et qu'on est remonté, bon bah là on fait les trucs tout bêtes, mais ça nous sert de repère. En gros, il faut qu'on maintienne des lower high quoi, comme on dit. Donc et surtout des higher low plutôt, ouais. Et donc le niveau d'invalidation, il est clair. Donc on a ce trade à prendre, mais si jamais ça passe là-dessous, on risque de reverse de nouveau baissier. Et je pense que ça va se décider de toute façon pendant le discours de Trump, à mon avis. Ok, Et ok, ok.
Sur le discours, moi je l'ai dit, il y a une annonce qui pourrait, il pourrait aussi dire un truc qui pourrait surprendre un peu, que notamment par rapport à l'engagement des États-Unis dans l'OTAN. Et je suis sûr qu'il pourrait faire quelque chose comme ça pour étendre un peu, et pas parler que de l'Iran et de faire un peu diversion d'une certaine façon, tu vois. Et il va dire, pourrait très bien dire, annoncer une sortie voilà des US de l'OTAN, donc ce qui serait encore un fuck envoyé notamment à l'Europe. Et tu vois, et ça suivrait son cours en disant on a 2, 3 semaines encore d'opération, puis après les États-Unis vont se retirer du Moyen-Orient, mais en plus, comme on voit que nos alliés, je parle à la place, là je fais le discours de Trump, hein, c'est pas ce que je dis moi, mais Ouais, il va dire un truc du genre nos alliés, en fait, quand nous on a besoin d'eux, de toute façon ils font rien, donc on en a marre. Et tu vois, il va faire son projet un peu de remettre les États-Unis en mode puissance régionale dans sa zone Amérique. Et voilà. Et ça pourrait être. Il faudra voir parce que comment ce sera intégré par le marché, ça c'est très difficile à anticiper, tu vois. Il y ouais, aura un mélange. ouais, Vas-y. je pense que c'était ouais, ouais, une sortie de l'OTAN. Euh, bon, le marché global est dirigé par, non, je suis fatigué, est dirigé par les actions US globalement. Une sortie de l'OTAN, ouais, ce serait un DAX, un CAC 40 à la baisse, sans doute. Après, les impacts géopolitiques, c'est clair que ce serait pas évident. En tout cas, je suis quasiment persuadé d'une chose, c'est quelque chose qui est prévu d'avance, c'est un projet qui est prévu de longue date. Alors, est-ce que c'est des intérêts financiers derrière qui sont liés à l'énergie? Mais je crois que pour l'instant, les grands perdants, en effet, c'est les Européens. Il y en a qui s'en frottent les mains, c'est les Chinois. Il y a eu un super article d'ailleurs dans The Economist, comme quoi, bah, quand on a un ennemi, un concurrent qui fait de la merde, entre guillemets, bah, surtout, il faut le laisser faire. C'est vrai que les Chinois, on les a pas trop entendus s'exprimer pour l'instant sur ce conflit, ou alors un appel à cesser le feu à la paix, mais voilà. Je crois aussi que les UK là qui vont réunir dans la semaine 35 autres pays pour faire un point sur comment ils pourraient participer à aider dans le passage de cause. Donc ça peut jouer aussi. C'est un événement, à mon avis, qui est à surveiller. Du moment qu'il y a une coalition de très nombreux pays, ça peut déclencher des interventions ou des pourparlers. Et ça surveille. Maintenant, le discours de Trump, ouais, il va être, on risque d'avoir de la volatilité à ce moment-là. Après, bon, c'est pas évident. De notre côté, les ordres limites sont placés. Euh, Toi, t'as des recommandations sur ce sujet-là, tu sais, sur que ce soit de l'événement éco ou alors purement du type taux d'intérêt ou chômage, etc. Est-ce que tu fais du trading un peu, tu trades ces events, tu rentres au marché ou t'as des ordres limites fixés d'avance? Alors, encore une fois, tout dépend l'horizon de temps et la manière dont tu vas placer ton risque quand tu fais ça, parce que des news économiques, je peux les trader en propre firme notamment, mais avec si tu plus des zones, des ordres limites, c'est vrai, tu vois, dans ces cas-là, mais avec aussi une invalidation qui est placée aussi à l'avance, tu vois. Genre l'ordre limite il est placé et le stop loss il est aussi placé parce que moi je déconseille de faire quand même des opérations tendues quoi pendant ce genre de news parce que s'il y a de la volatilité vraiment extrême, c'est un coup à subir des pertes importantes quoi, tu vois. Donc Ouais. ça peut se faire. J'ai réussi parfois des coups sympathiques.
quand ouais, en tradant le S&P 500 ou le Nasdaq, tu vois, quand des époques où tu avais l'inflation qui était importante en 2022, 2023, quand le chiffre sortait, t'avais beaucoup de volatilles. Pareil pour les annonces sur le chômage. T'as les chiffres, de toute façon, les trois trucs les plus importants en termes de chiffres éco quand tu trades. Bon, moins la crypto, ça marche, ça peut marcher sur la crypto, mais c'est plus si tu trades les futurs, les indices, tu vois. Les trois majeurs, c'est, bah, de toute façon, ça, c'est les FOMC de la Fed. Ça, c'est majeur, tu vois. Quand les taux vont être annoncés, qu'après Powell va parler, ça, c'est le truc important. Et les deux autres, souvent les plus importants, c'est l'inflation CPI et, euh, et les NFP, c'est-à-dire les chiffres du chômage mensuel. Ça, tu peux faire des trucs, mais ça marche pas à tous les coups, hein. Quand il y a des excès de volat, bah tu peux te faire take des ordres, hein. Tu peux te faire chasser. Ça peut aller un peu au-delà de ce que t'avais anticipé. Donc, si t'as mis une invalidation, ça peut la toucher. Tu vois, c'est des trucs un peu là c'est la spéculation, là c'est la spéculation au max dans ces moments-là. Tu peux faire des beaux trades, mais tu peux en 3 secondes tu peux rentrer et 5 secondes après te faire stopper, donc bam, t'as perdu le risque que t'avais mis, et puis voilà quoi. Ok, ouais, c'est pas trop dans ta strat, dans ta gestion de risque, t'es pas adepte de ça, j'imagine. Non, en tout cas pas avec Ouais. le compte long terme. Je me base jamais sur tu vois, sur des annonces économiques comme ça. Sauf si en même temps, sauf sur un horizon de temps swing, tu vois, sauf si au moment où il y a un truc qui va être annoncé, il s'avère qu'on est sur une zone en plus importante, tu vois, en daily, même weekly, pourquoi pas. Là, voilà, mais c'est le setup avant, c'est le setup, tu vois, qui fait foi aussi, quoi. C'est juste qu'il y a une concordance peut-être avec une annonce qui fait que je vais trouver ça intéressant. Mais jamais le chiffre éco en tant que tel, tu vois. Voilà. Ok, ouais, ok. Tu veux nous parler un petit peu, tu nous parles beaucoup du Nasdaq. On sait que Bitcoin est corrélé au Nasdaq. Alors, plus ou moins, il l'a pas été jusqu'au début du conflit. Le Bitcoin surperformait jusqu'à là. Euh, Comment tu surveilles le Nasdaq? T'as des zones, des points que tu surveilles? Ouais, les indices, hein, vraiment pour moi, c'est le tempo. Attends, je vais repasser dessus. Tac. On va regarder à court terme. Tu vois, là, typiquement, là, c'est sans filet. C'est là aussi c'est le graphique où je surveille globalement sur TradingView, sur le contrat actuel du Nasdaq. Tu vois ce que j'avais dit je me suis mis une alerte, ce que j'avais dit, je sais plus quel jour, parce que ça passe tellement vite. Tu vois, là j'ai mon alerte sur Nasdaq. Tout doit s'imbriquer, tu vois, du plus long terme jusqu'à la plus petite unité de temps pour à chaque fois prendre ses décisions de trading, choisir le sens dans lequel on va trader et essayer de comprendre si les acheteurs de long terme sont de retour dans la partie ou au contraire si les vendeurs de long terme ont toujours la main. Donc là, tu vois, le niveau dont j'ai parlé, j'ai mis l'alerte un peu avant, moi, mais c'est 24 760 points. Je vais faire si ça lag. Si ça lag pas trop, je vais essayer d'être un peu à chaque fois le plus précis possible. Voilà, avec l'aimant. 24 763 points pour être précis. C'est le high de la semaine dernière. Avec tout début de semaine, lundi, quand Trump avait déjà fait son coup avec les annonces, si tu veux. Donc ça, c'est un higher low significatif, quoi, et ça devient pour l'instant un high weekly sur le Nasdaq. Donc là, en fait, si je dézoome un peu, franchement, on n'est pas servi, en tout cas même en tant qu'investisseur de long terme, c'est clair pour l'instant, cette année 2026, il faut reconnaître que elle démarre pas de la façon la plus simple possible. Je parle pas en tant que trader pur, hein, là, mais en tant qu'investisseur aussi, hein, pour surfer sur la croissance de son patrimoine sur les marchés financiers, parce que ça faisait un moment que le Nasdaq était à plat, et puis en fait,
surtout depuis février, bon bah voilà, c'est baissier quoi. Donc tu vois, malgré les rebonds, et depuis le début du conflit, en fait, les Bears ont pris la main. Et c'est ce que je disais aussi, c'est dans le canal, c'est que avec la journée qu'on a eue mardi, on va encore dire hier, c'est pas mal, mais si tu veux, les Bulls, ils ont pas retourné la tendance encore en daily, quoi. Donc, il faut partir de la loi de dos. Ça paraît tout con, en fait, dit comme ça. Les gens peuvent dire, ouais, super. Sauf qu'en fait, quand tu l'appliques jour après jour, ça t'évite de te perdre dans ton trading. Donc là, si je laisse le chart très simple, volontairement comme ça, sans indicateur, tu vois, on s'en fout. On voit que les vendeurs avaient full la main jusque-là. Là, on a une première tentative, mais sauf qu'en fait, il faut normalement le plus logique. On peut toujours faire des V-bottom, hein, tu vois, à un moment donné, mais c'est pas non plus ce qu'il y a le plus fréquent. Mais là, typiquement, on fait un rebond, on va pas s'enflammer parce qu'on sait. Moi, je pense que c'est quand même probable que ce rebond, il trouve un top là assez prochainement. Il faut pas regarder sur la date qui est en bas. Hein, je fais juste le dessin comme ça. Mais les Bulls auront gagné si moi, ce que je veux voir en daily sur le Nasdaq, et ça donnera le tempo pour les autres actifs risqués et pour Bitcoin, c'est de faire un higher low daily, tu vois. Et en fait, c'est là que tout va se jouer. C'est-à-dire qu'au moment où on va faire ça, soit les acheteurs, ils reprennent la main et ils inversent la tendance en mode loi de dos, tu vois, puis ils pètent le sommet qu'on va former là. Et là, faut repasser beaucoup plus agressif, boule, tu vois, et donc on retourne au moins, à mon avis, moi, vers la zone hein, de travail du range de début d'année, et puis après on verra. Mais l'alternative aussi, c'est si jamais après ce rebond, les bulls font rien, les bears peuvent continuer, et en fait on va continuer un bear market, et ce qu'on aura eu, c'est en fait c'est un lower high daily, tu vois. Donc prochainement, ça va être très intéressant de voir ça, comment ça va se faire. Donc tout bêtement sur le Nasdaq, tu peux voir comment il donne le tempo, sachant que comme c'est un indice boursier, lui, il va pas faire des trucs de dingue comme un single asset ou une petite crypto, tu vois, qui peut d'un coup tout retraverser. Tu peux toujours avoir des événements un peu exceptionnels, mais le Nasdaq, il va pas t'envoyer des journées à plus 5% ou moins 5% tous les jours, c'est pas possible. C'est Là, on est sur un marché énorme, ultra liquide. Donc, tu as les deux camps qui s'affrontent régulièrement, Bull et Bear, et tu as le temps quand même de voir des figures de long terme se mettre en place. Tu vois. Voilà. Après, je montrerai comment on rentre dans les unités de temps plus petites pour confirmer un peu les trucs. Tu vois. Je te laisse si tu veux réintervenir. Ou si je continue la démonstration. Que je vais continuer du coup. Là, je passe en horaire. Là, typiquement, ce que j'utilise aussi, c'est pour ceux qui utilisent TradingView, c'est pas mal. Je vais le montrer. C'est ce qu'on appelle l'Anchored VWAP. Donc, ça permet de voir un peu des moyennes, mais qui sont liées au volume. Vous l'avez ici. C'est VWAP ancré. Et vous choisissez sur les débuts de journée, généralement, pour voir où se déroule le volume sur la journée. Donc, par exemple, si on prenait la journée de mercredi, on la démarre à minuit, on clique une fois, et après, il nous fait le VWAP, il nous fait le VWAP ancré de la journée. Et la ligne bleue, c'est le VWAP, et les deux lignes vertes, c'est tout simplement ce qu'on appelle les standards déviation 1, donc c'est un écart à la moyenne. Et en fait, on a pu voir qu'on restait sur une journée bullish, parce que on n'a jamais cassé par le bas sur Nasdaq le SD-1 sur VWAP. Donc ça permet un peu de pas se mettre bêtement contre tendance.
et d'attendre quand même plus de démonstrations d'un camp ou de l'autre, quoi, hein. Quand on fait du trading en suivi de tendance, ça c'est super important. Et donc là, j'ai zoomé ce que je disais sur le gros rebond daily qu'on a. Et Le après, gros bah, rebond. ouais, excuse-moi. Alors j'ai eu un écho. Donc en fait, quand on passe en daily, là je montrais les candles daily. L'idée c'est de dire est-ce qu'on va choper le sommet, est-ce qu'on va atteindre déjà un sommet maintenant? Bah derrière, on va rentrer en intra-horaire pour on va rentrer en intra-horaire pour aller choper plus d'informations. Et donc en fait, là quand on est en intra-horaire, on peut utiliser tout simplement un RSI. Moi j'ai une aide de momentum et on se dit que quand on commence là à voir que ça fait des multi-divergences sur le RSI, on voit une, un affaiblissement en fait de la tendance horaire. Et donc là, on se dit qu'on va peut-être enfin trouver une fin de tendance en H1. Donc, on peut très bien se mettre à latéraliser et puis on va dire, à cool off les indicateurs. Donc, le RSI va retomber plus bas, le momentum va retomber plus bas. Et à ce moment-là, on voit ce que fait le prix. Typiquement, ce que vous pouvez vous dire, c'est que c'est un indicateur de force des acheteurs. Si le RSI, lui, commence à retomber, à retourner vers les 30, quoi, à faire ses oscillations, mais que le prix, lui, il latéralise pendant qu'on, l'expression que disent les Américains que je trouve très bien, hein, c'est cool off le RSI, donc refroidir l'indicateur. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire un cycle baissier alors que le prix, lui, il a latéralisé. Et donc, du coup, derrière, là, ça montre une force des acheteurs. On pourrait très bien refaire une vague à la hausse du prix parce que le RSI, lui, bah, il a fait sa rotation et il va remonter. En revanche, on fait plus gaffe si quand le RSI baisse, le prix converge avec. Bon, bah là, on se retrouve dans le scénario que je disais tout à l'heure, et je vais repasser en daily. Voilà, je vous mets un peu plus de technique hein, parce qu'on attend que l'informateur revienne. Il a eu Ouais, un petit bug, mais il ouais, était peut-être ouais. là de nouveau. Ouais, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais, désolé, ouais, je suis en mobile, là, ça a bugué. Ça bug. Ouais. Ouais, ouais, t'es rentré dans des petites unités de temps, ouais. Ouais, vas-y, je termine, je Ok. termine juste ça, puis je te relaisse la parole, leur montrer un peu Ouais, les vas-y, décisions, vas-y. comment on partait du daily, comment on rentrait en horaire, après, sachant, en partant pour l'instant de principes simples d'action de prix sans rentrer dans des indicateurs magiques, machin, sachant que il n'y a aucun indicateur qui vous donnera de secret, ça c'est du bullshit. C'est la convergence de plusieurs trucs. Donc, on a le daily, et l'idée c'est de savoir déjà, si on commence à partir à la baisse, est-ce qu'on va faire donc un higher low pour se dire, bah là, on va racheter parce on joue une continuation de la tendance. Et donc c'est après, il faut que vous jouez avec les unités de temps. Il faut savoir jouer avec les unités de temps. Et quand on est en daily, on a fait ça, on va rentrer en horaire pour avoir plus de précision sur la zone éventuelle où on pourra avoir ce point intermédiaire, ce point bas intermédiaire, qui sera plus haut que sur le Nasdaq, ce qu'il a fait la dernière fois sous les 23K. Donc je fais un peu de propre pour remontrer après. Tac. On va virer ça et ça et ça aussi, voilà. Donc en fait, en horaire, moi je vois un endroit qui est tout trouvé pour tenter des rachats si on fait un point bas sur le Nasdaq. Si j'active mon algo, on voit ici qu'il y a eu un break of structure. C'est la première fois qu'en horaire, le Nasdaq arrivait à renverser la loi de dos. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a ce que j'appelle une inefficience de liquidité.
Donc, ce que ceux qui font de l'ICT appellent un fair value gap. Donc, en gros, tout simplement, c'est une bougie qui est unidirectionnelle. Donc là, elle est haussière. Et ni la bougie juste avant, ni la bougie juste après sont venus avec des mèches retravailler la zone. Autrement dit, ça veut dire, dans les langages de liquidité sur les marchés, qu'on n'a pas laissé l'occasion aux deux camps de vraiment travailler les prix. Alors, il n'y a aucune obligation hein, là-dedans, mais généralement, quand même, quand il y a des gaps comme ça qui sont, on appelle donc des fair value gaps ou des zones d'imbalance qui sont assez grandes, il y a une probabilité, on va dire, assez élevée, moyenne à assez élevée de retourner les travailler. Et en plus, là, donc, c'est une résistance, une ancienne résistance qui a été breakée. Ici, donc, le niveau 23 000, un peu sous 23 600 sur Nasdaq, qui pourrait devenir support. Donc, en fait, on a notre zone privilégiée où si le Nasdaq revient ici, il rentre dans l'imbalance, il s'approche de l'ancienne résistance. Là, clairement, c'est une zone intéressante pour tenter des achats, pour se placer super tôt dans une potentielle tendance daily plus longue. Parce que derrière, si ça se retourne, alors il y a plein de si, hein, c'est des étapes les unes après les autres. Mais si le cours il repart, déjà, bon bah, on peut sécuriser un trade, on peut faire des trades gagnants en longue là-dedans. Mais en plus derrière, si vraiment il revient sur les zones actuelles et qu'après il va même aller plus haut, alors là, ça peut se convertir. Si on laisse une partie du trade, il est converti en swing et là c'est gagné quoi. Donc voilà. Après, je peux re-rentrer. On va pas faire ça indéfiniment, mais on peut aller rentrer dans une unité de temps encore plus petite, aller dans les 30 minutes, 15 minutes, 5, même une minute quand on fait vraiment de l'intraday. C'est après le même principe d'imbrication. Et là, je l'ai pas fait, honnêtement, je le fais en live avec vous pour chercher des concordances. Donc là, je parle tout simplement, on est parti d'une loi de dos bête et méchante en daily puis en horaire. On regarde des zones d'imbalance, des zones d'ancienne résistance. Et si je fais, c'est pas magique non plus, hein, mais les niveaux Fibonacci que beaucoup connaissent déjà, j'imagine, là, je vais le tracer. Je suis sûr qu'on est dans la golden pocket à vue d'œil, on va voir, sur le mouvement de retracement, cette zone dont je vous parle. Voilà. Les 50%, ils sont pile au Pile milieu poil, ouais. de l'imbalance, quoi. Donc là, j'ai une concordance. Et j'ai un 61,8 qui lui est un peu plus bas, c'est vrai, mais ça peut être justement piège. Alors, après, c'est le placement du stop hein, qui peut être un peu plus touchy dans ce genre de choses, parce que là, on voit avec une vision un peu swing. Donc là, pour l'instant, c'est pas très déterminé. Mais voilà. On sait, grosso modo, que si les Bulls veulent garder la main en horaire, de toute façon, les 0,618, là, 23 491, c'est la zone à pas perdre, quoi. Si on fait des clôtures horaires là-dessous, bon, bah, ça va sentir mauvais pour le Nasdaq. Ça sent de retourner sur les plus bas et même en dessous, quoi. Donc, Ok. voilà un exemple Ok. assez simple de placement. Je, je regardais un petit peu là dans le groupe VIP ces derniers jours. Donc pour ceux qui nous écoutent, là, ça va faire 5-6 jours qu'on l'a lancé. Bien être très actif dessus. Tu parlais, ouais, j'ai deux questions. Ouais. À un moment, tu parlais des ETF sur les semi-conducteurs. Tu vois un indicateur, ça correspond à quoi pour toi? Ouais, hyper intéressant. Ça fait partie des choses que je mets en place maintenant depuis un moment et qui sont vraiment aidantes aussi pour pas se perdre sur les marchés. Parce que faut que vous sachiez que faut éviter d'être. Enfin, je donne mes conseils. À chacun fait après comme il veut pour l'appliquer à soi-même. Mais faut éviter d'être monoactif et de regarder souvent qu'un seul truc, parce que sinon on peut se faire balader. Il faut toujours essayer de regarder aussi d'avoir une vision d'ensemble du marché pour ensuite prendre de meilleures décisions. Après, on peut rentrer sur des trucs plus court terme, avoir des convictions et tout. Mais donc semi-conducteur, je vais aller chercher ce qu'on appelle les grands secteurs. Donc là, je peux m'expliquer un peu plus là-dessus. C'est l'occasion vu qu'on a le temps ce soir. Donc SMH.
En fait, c'est un des plus gros ETF, c'est un ETF de Vanek, là, vous le voyez ici, hein. C'est marqué, voilà. Tout simplement, il package un grand nombre d'entreprises qui sont dans le milieu des semi-conducteurs, avec les plus gros comme Nvidia, et puis des plus petites sociétés, quoi. Mais c'est un package de dizaines de sociétés américaines, quoi. Donc en fait, si on veut regarder le secteur de l'IA et même précisément les vendeurs de pioches, comme on dit, hein, ceux qui fabriquent les circuits, on regarde cet ETF. Et donc en fait, je l'utilise au-delà du Nasdaq, je l'utilise si tu veux comme un thermomètre de la hype pour l'IA. Et si SMH va bien, ah bah, globalement, les actifs risqués, le Nasdaq, ça va aller bien, tu vois. Si, tu vois, aujourd'hui, c'était encore, c'était pas mal, tu vois, l'ETF, on le voit ici, SMH, il fait 2,24% sur la journée. C'était pas une journée exceptionnelle sur le Nasdaq, mais elle était quand même haussière, tu vois. Donc, et surtout, bah, si je prends du recul, là, on commence à regarder tout 2025 et 2026. Bon, bah, c'est toujours haussier hein, à long terme sur SMH. Il n'y a pas d'alerte rouge. Il y en avait justement une petite. Et c'est ça qui, pour l'instant, moi, je veux voir la partie plutôt optimiste, tu vois. C'est que j'en ai parlé dans la vidéo de ce week-end. J'avais dit que pour ceux qui ont regardé la vidéo d'analyse graphique hebdo, 300, vers 375, là, on voyait très bien qu'il y avait un double bottom sur cet ETF, tu vois. Et que bah, le perdre, si on perdait ce niveau, faudrait faire attention. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah, lundi du coup, pardon. Enfin, vendredi, c'est pour ça que j'en ai parlé. On s'est arrêté pile dessus. Lundi, on a mal commencé. Et en fait, derrière, on a commencé à tout rattraper et surtout hier mardi. Et tu vois qu'en fait, on a tendance à faire tout simplement un faux break de ce niveau et l'ETF SMH, il repart tout de suite à la hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a une faiblesse sur les boîtes des semi-conducteurs, t'as des mecs qui sont à l'affût pour acheter. Donc ça veut dire qu'ils sont pas en mode le crash de l'IA c'est pour demain. Non, en tout cas, on va voir dans les prochains jours. Mais si tu veux, là les 2 derniers jours montrent clairement que dès qu'il y a un peu de braderie entre guillemets sur ces valeurs-là, il y a des acheteurs. Donc ça, si tu veux, tant qu'on en est là, SMH sur SMH, il va me dire qu'on n'est pas en mode full panique et que si SMH tient, bah, le Nasdaq il va pas partir en crack à faire des chutes énormes, quoi. Donc voilà pourquoi je parlais des semi-conducteurs. Généralement, je me sers de certains niveaux, tu vois, ça me permet d'y voir plus précis et parfois de comprendre ce que peut faire le Nasdaq tel ou tel jour, pourquoi il paraît très bullish, fort, ou au contraire pourquoi il paraît faible. Tu vois, typiquement, en fin de semaine dernière, le Nasdaq il a dégusté, bah, le TFSMH, il était en baisse. Les mecs, il y avait de la vente sur les valeurs des semi-conducteurs. Et je termine, je fais en miroir à ça, tu vois, à l'inverse, ça c'est cet ETF qui s'appelle MAX. Lui, c'est celui qui réunit bah, les MAX 7, comme son nom l'indique. Et donc là, tu extrais du Nasdaq les champions de la tech, Nvidia, Google, Amazon et compagnie. Et tu peux voir que c'est davantage eux, en fait, hein, qui ont été vendus plus que les semi-conducteurs. Donc, il y a des prises de profit qui ont été faites en ce début d'année sur les Meta, les Google, les Amazon, etc., les Apple, moins sur les valeurs de l'IA. Et donc, le narratif qu'on entend, il s'est vérifié là-dessus, tu vois. C'est que comme eux, ces boîtes-là, là récemment, elles ont dit qu'elles allaient faire beaucoup d'investissements dans l'IA. Là, on recoupe un peu avec un peu de fondamental. Les gens, ils se sont dit,
les investisseurs, les opérateurs, les gros sur le market se sont dit, ça dégrade un peu ça va dégrader un peu les chiffres, hein, ça va dégrader le compte de résultat, les bénéfices, parce qu'il y a de l'argent qui est craché à mort quoi pour les investissements, donc pour la trésor de la boîte, etc. Ah, on va revoir un peu nos estimations quoi. Et du coup, ça vend, ça reprice le niveau de l'action des Apple, des Amazon, etc. Et cet ETF qui les package, bon bah tu le vois clairement qu'on a eu quand même une belle correction. Et là, tu as l'ensemble du marché qui a rebondi parce que cet ETF, lui aussi, là, il est un peu corrélé sur le rebond, hein, ça a été racheté un peu aussi. Donc voilà, les Ok, ETF, ça ouais. sert à zoomer un peu, à y voir un peu plus clair sur ce qui se passe au global sur l'indice, notamment sur Nasdaq. Ok. Tu parles souvent des flux instits. Alors, si je me souviens bien, est-ce que tu voudrais nous reparler un petit peu des options? Est-ce que ça fait sens là, typiquement dans le contexte actuel, ton approche par les options? Allô, allô? Ouais, je crois qu'on ne t'entend plus. Ouais, non, mais c'est moi qui n'ai pas Ah, fait oh, le pardon. réflexe. Ok, ok. C'est bon? Ouais, c'est ça. Ouais, on t'entend bien, ouais. Tu nous parlais du PCR, ouais. Delta PCR. Voilà, ouais. J'avais pas réactivé le micro comme un con et je disais que je ramenais l'onglet sur les options. Ouais. Donc, ouais, je regarde tous les jours. En fait, je regarde quand même toujours les options pour les flux instits, en tout cas quand ça cote la tradie du lundi au vendredi, parce que tout simplement, il y a des jours où ça va être plus prégnant que d'autres, mais ça donne quand même la tendance. Donc, comme je disais la dernière fois quand on avait fait la vidéo de présentation, toujours avoir les chaînes d'options et les niveaux, surtout sur ce site qu'on voit là-haut, là, ça te dit si les, dans les options, en fait, si les mecs sont plutôt avec des options d'achat ou des options de vente. Donc, c'est presque, hein, je dis c'est presque pareil, mais c'est deux produits différents. Mais en fait, quand tu prends un contrat futur, la définition précise en finance, c'est que le contrat futur, tu vois, c'est un engagement qu'on appelle un engagement ferme. Ça veut dire que bah, quand tu as appuyé sur typiquement, je vais le raccrocher direct au trading pour pas faire du cours fondamental de contrat à terme, mais si t'achètes un contrat à terme sur ta plateforme, une fois que tu as cliqué, c'est bon, tu as le prix. Et puis, bah, entre guillemets, quand tu t'engages à le revendre à un moment donné, quoi. T'es obligé. Sinon, bah, ta position, elle court et puis bah, tu dois t'acquitter de ce qui se passe, hein, et si ça baisse, tu prends ta perte, quoi, tout simplement. Donc, c'est un engagement ferme. Alors que l'option, comme son nom l'indique, c'est t'achètes si tu trouves que c'est intéressant. Donc, mais bien sûr, c'est pas magique parce que il y a quand même t'as un laps de temps pour faire ça et tu vas payer ce qu'on appelle une prime pour pouvoir faire ça. Donc, si tu as tort, tu auras payé ta prime. Donc, la différence, c'est tu, tu penses que tu penses que Nvidia va monter. Donc, par exemple, si je retourne sur le truc, tu vois, je vais aller prendre Nvidia. Un peu de lag aussi. Attends. C'est un stock, ça va être bon. Ouais, voilà. Là, tu penses que Nvidia va remonter et retourner à son plus haut, admettons, tu vois, à 210. Sur le contrat futur, ou même en spot, hein, mais on va prendre pour faire le contrat à terme, si tu achètes du Nvidia maintenant à 175, bon bah voilà, si ça monte, tu vas gagner.
Mais si ça commence à baisser, bah tu vas tout de suite commencer à prendre ta perte. Alors qu'avec une option, tu peux dire, moi je me donne le droit d'acheter du Nvidia à 200 $. Et au début, tu vas me dire, mais qu'est-ce que je m'en fous d'acheter du Nvidia à 200 $, bah, vu que là c'est à 175. Mais c'est la règle de l'option. C'est, tu vas te laisser déjà une fenêtre de tir et tu vas te dire, je me laisse cette possibilité-là pendant 3 mois. Et en fait, tu vas acheter ton option. En fait, tu achètes là le droit d'acheter du Nvidia à 200 $. Mais comme ton prix d'achat il est plus haut, tu vas pas payer cher, tu vas juste payer une prime, tu vois. Et la prime, c'est le coût de ton option. Bah, là, je vais pas donner un exemple, mais ça te coûte, si tu veux, je sais pas, c'est par 100 sur les options. Donc, si tu veux acheter 100 actions Nvidia, tu vas payer, je prends un truc à la con, hein, mais ça va te coûter que 1000 balles pour avoir ce droit, 1000 $, tu vois. Mais si dans les 3 mois, tu avais raison et que Nvidia monte à 200 et même plus, en fait, plus Nvidia va monter et plus en fait ta prime, elle va gagner en valeur et elle peut gagner encore plus en valeur plus rapidement que le pourcentage de hausse de l'action. Donc en fait, tes 100 Nvidia, ton droit d'acheter 100 Nvidia à 200 balles, si ça coûtait 1000 quand c'était à 175, quand on va être à 198 où c'est quasiment sûr, en fait, ça va peut-être, ça va coûter 2000, tu vois. Ça va coûter 2 fois plus. Donc à ce moment-là, toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux exercer ton option et avoir tes actions Nvidia, ou tu peux revendre ton option en ayant fait un x2. Et donc ça, c'est la règle de l'option. Mais surtout, en fait, si si tu prends ton droit d'acheter du Nvidia à 175 et que tu t'es trompé et qu'Nvidia commence à chuter parce qu'il se passe je sais pas quoi, bah tu perds pas en fait. Tout ce que tu as perdu, c'est la prime que tu as payée. Alors ouais, tu perds le coût de la prime, mais généralement dans ces cas-là, tu vas payer beaucoup moins que si tu avais acheté ton action ou acheté des futurs avec du levier ou je ne sais pas quoi et où là du coup tu es en perte quoi. Donc l'option, ça te permet de prendre entre guillemets moins de risques. Je devrais pas dire ça parce qu'il y a quand même des règles à respecter. Mais voilà. Et les instituts utilisent beaucoup ça et ils le font aussi donc sur les indices. Et le PCR ici, quand il est sous 1 et qu'il est en vert comme ça veut dire qu'il y a plus d'options d'achat, comme je disais, que d'options de vente. Donc ça veut dire que les mecs sont plus, ils disent qu'il y a une plus grande probabilité sur la journée, hein, là, parce que c'est jour après jour, que le SPX, qui est l'indice que les instituts traitent pour le S&P 500, que l'indice y soit haussier. Et Ok. si ce deuxième chiffre, le PCR Open Interest, c'est pareil, c'est les ordres d'achat ou de vente d'options qui sont encore en attente dans le carnet. Et c'est la même chose, ça veut dire que 0,17, ça veut dire que tu as beaucoup plus d'attente d'options d'achat que d'options de vente. Donc des mecs qui sont en train de se positionner pour parier sur une future hausse. Donc voilà sur les chiffres pour les options. Donc moi en gros pour faire assez simple, en conclusion, tu vois, quand j'ai des journées où je vois que ces deux chiffres-là il reste bien dans le vert, donc sous 1, en 0, quelque chose. Idéal, c'est que le PCR, s'il est à 0,50, 0,60, déjà c'est très bien. Le PCR OI, il peut un peu plus varier, mais tu vois, je me fais pas de soucis tant que je vois ça. Je me dis que le flux est plutôt bullish, donc ça me donne deux infos. C'est que éventuellement, si je trouve des setups intéressants d'achat, bah je vais plus les tenter. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est que je me dis que c'est peut-être pas la journée pour chercher des shorts, tu vois. Donc ça évite aussi de faire des erreurs. Ok, ouais, comme tu dis, hein, il y a, que ce soit des indicateurs techniques ou des ETF, etc., tu fais des petits groupes pour prendre des décisions.
Merci, Jules. Je pense que c'est beaucoup d'apprentissage. Alors, c'est dépend du niveau de chacun. Euh, Parce que pour finir rapidement, puis après, je pense de toute façon, on fera une petite pause et on se reconnectera vers 10 minutes, 5-10 minutes avant les 3 heures, le discours de Trump pour voir ça en live. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la stratégie là que tu déploies dans le groupe privé et également sur le copy auto, puisqu'on propose un copy auto, pour savoir comment tu rythmes un peu tes journées pour ceux qui te découvrent, parce que je vois pas mal de gens là qui sont du VIP, mais aussi pas mal qui ne le sont pas encore. Euh, Sur l'Open US, alors tu fais du swing, de l'intraday, etc. C'est des questions aussi qui me reviennent pas mal au support. Yes. Donc ouais, moi sur les journées, si tu veux, plutôt le matin avant l'Open US, je vais pas forcément toujours trader. Là, j'ai mon flux de news, comme je disais, qui est Financial Juice Pro, tu vois, qui me permet de voir un peu en ordre chronologique, pardon, les infos qui arrivent avec des notifs s'il y a des trucs importants et le calendrier économique qui est sur le côté. Et après, généralement, si je change de screen, tu vois, souvent, moi, je vais me mettre en splitté comme ça avec une unité de temps très courte. Si je vais essayer de trader en parlant un peu plus de la strat, tu vois, là, si je suis typiquement sur Bitcoin, j'espère que ça lag pas trop dans le live, hein. Je sais pas, j'ai pas forcément les retours, mais que Ça les gens va, disent. ça va, Mais ça reste visible. Si vous voulez faire des retours, d'ailleurs, ouais, j'en profite, hein, n'hésitez pas, les gars, en commentaire, etc., que ce soit des questions ou quoi que ce soit. donc après, j'ai des dispositifs d'aide à la décision qui sont là-dessus, qui sont des algos propriétaires, hein, ça fait longtemps. Moi, j'étais dans certains groupes de trading, etc. Donc ça, c'est des choses qui me sont propres. Je les montre, mais c'est des choses qui sont privées, mais voilà, qui me permettent, comme je vous montrais un peu tout à l'heure, qui sont des outils d'aide à la décision. Et tout simplement, je fais des imbrications aussi par rapport aux moyennes mobiles, comme je disais, avec deux nuages, un plutôt court terme, un plutôt long terme. Et en fait, dans l'imbrication des unités de temps, ça va commencer à me donner des informations, savoir si je vais plutôt trader ou pas, plutôt trader long, trader bullish, etc., quoi. Donc, on voit, en fait, sur la journée, j'avais écrit aussi, je crois, au fur et à mesure dans le groupe, quand on a pris le trade gagnant, le long, mardi, j'avais dit justement qu'on avait franchi, je vais essayer de zoomer un peu plus là dans l'horaire ici sur Bitcoin. Donc, vous voyez là que, et je vais aussi, attends, je vais écarter un peu le truc, voilà. Ça ici, c'est un nuage, un agrégat de EMA, donc des moyennes mobiles exponentielles. Rien de magique, hein, encore une fois, ça donne un peu le suivi de tendance. Mais voilà, avec le bas du nuage, on voit pas très bien ici, mais je sais que le bas du nuage, c'est une moyenne mobile, une EMA d'une certaine valeur, et le haut du nuage, qui est le plus important, avec la ligne qui est surmarquée, euh, qui est une autre EMA qui, elle, est encore plus importante pour marquer éventuellement un switch de tendance. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que quand c'est baissier, quand le prix est en dessous, cette ligne de tendance, elle est rouge et vous voyez qu'elle se remet verte. Bon, c'est petit détail, mais voilà. Et donc, j'avais dit pour la première fois depuis un moment, on était repassé au-dessus de la moyenne mobile horaire. Et était dit, si on reteste les environs de cette moyenne et qu'on repart ensuite à la hausse, ce sera l'occasion de rentrer en longue. Et bien sûr, quand je fais ça, là, je vais pas le faire parce que c'est un peu trop galère, mais évidemment, j'ai mon écran en H1 d'un côté. Après, je vais avoir mon écran en une minute pour rentrer dans le détail. Et là, en une minute, je vais aussi regarder l'oscillateur, je vais regarder le RSI. Évidemment, je vais pas prendre une position au moment où, si sur le une minute, le RSI il est en haut, l'oscillateur il est en haut,
je me doute que c'est pas la meilleure entrée en 1 minute, quoi. Après, si ça part, tant pis, quoi, hein. C'est pour ça que je parle du setup qui doit se réunir. Donc, bien sûr, derrière, ce que je vous montrais tout à l'heure, je regarde en plus si on est dans des zones FIBO. Là, je sais pas si ça va être très lisible. Je vais enlever ça en même temps pour vous montrer. Je regarde le retest de moyenne mobile, par exemple H1. Là aussi, lui, il correspondait à une zone FIBO. Là, ici, entre 0,50 et 0,618, hein, c'est par là où on est rentré l'autre jour, hein. On est rentré en 2 fois parce que la première fois, on s'est fait stopper. Bah, c'était un stop. C'était quand on a retesté la moyenne mobile 1 heure. Et la deuxième fois, c'était la bonne puisque c'était le FIBO 618 plus une prise de liquidité. Donc voilà, c'est un agrégat encore une fois, de signaux qui me permettent, avec la strat, voilà, de proposer des trades. Bien sûr, il y a aussi, je vais pas faire le listing exhaustif, mais par moment, là je l'avais caché aussi, mais tout bêtement aussi, hein, je regarde le volume. Le volume n'est pas toujours pertinent, mais en 1 minute, si en arrivant sur des zones, il y a des spikes de volume qui sont relativement plus élevés que, je sais pas moi, pendant la demi-heure ou l'heure qui vient de s'écouler, bah ça vient de me donner, c'est pas le volume hein, qui va me dire qu'il faut prendre un trade, mais c'est un élément supplémentaire qui va me dire que si en plus il y a un spike de volume et que j'ai mes concordances de EMA, je suis sur une zone d'imbalance, je suis sur une zone FIBO, voilà, on va rentrer. Et puis après, j'ai envie de vous dire, pour finir, peut-être le plus important, c'est que de toute façon, il faut être passionné et au bout d'un moment, c'est le price action aussi, quoi. Et c'est de l'observation. On sent un peu, et le trading ne sera jamais une science 100% exacte. Ça, faut arrêter. Même les grands mathématiciens qui font du trading quant, etc. Ça peut marcher pour du trading haute fréquence ou sur des micro trucs systématiques, mais pour ce qu'on fait nous, c'est pas, ça fait partie. Faut garder une approche probabiliste, mais il y a autre chose, quoi. Les marchés financiers, comme disent les ricains, il y a aussi the animal instinct, quoi. De toute façon, c'est un ensemble de personnes qui sont là sur le marché en train de faire des décisions. Il y a de l'émotion qui rentre en jeu, et tout ça, ça se matérialise dans le price action. Et à force de bouffer du price action des fois sur tel ou tel actif, si j'ose dire, tu repères au bout d'un moment des patterns. Alors, tu peux toujours te tromper, hein, des fois. Mais bien sûr, il n'y a jamais rien de sûr à 100% de toute manière. Mais au bout d'un moment, tu commences à connaître le type de pattern, des prises de liquidité, des faux breaks. Et puis, tu te dis, ouais, s'il se passe ce genre de truc et qu'en même temps, tu vois que tu es sur des zones que tu avais identifiées, bah voilà, moi, il va y avoir une part de discrétionnaire, c'est vrai, où je vais dire, oh ouais, là, je pense que ça vaut le coup de le tenter, ou alors, à un autre moment, me dire, ouais, là, le price action fait un truc qui me plaît pas, donc, a priori, je vais pas le tenter. Donc, c'est un mélange Ouais, de pédagogie, tu vois, de méthode, et un peu d'expérience, et une part de feeling aussi, quoi. ouais, tout à fait. Les sentiments, pressentiments de marché, toujours Ouais, une voilà. approche probabilistique. J'ai deux questions. Alors, j'ai une question, mais bon, on a déjà répondu au début du live, mais c'est Elvins qui demande si tu penses prendre position après le discours de Trump. Alors, pour le rappeler, on a placé un limit order, donc tu restes sur un flux haussier. Est-ce que tu peux rappeler le point d'entrée? Je pense on va en faire bénéficier tous ceux qui sont dans le privé, ceux qui sont sur le copy auto. L'ordre limite est déjà fixé. Mais comment tu vas la manager la position? Si quand bien même on a de la volatilité, si le discours a un impact, s'il n'a pas déjà été pricé. Alors bon, je pense pas qu'il a été pricé. Après il y a déjà des rumeurs, mais Ouais, donc l'entrée, pour la rappeler, elle est à 67 420 et avec ok. une invalidation, si je reviens, attends, je vais revenir sur, je vais me remettre sur Bitcoin ici aussi pour que ce soit.
bien sûr, c'est un trade à haut risque, hein, vu que ça va être un événement de volatilité, mais le stop est placé, il est contrôlé. Il est, je veux dire, il fera que si jamais il annonce un truc de fou et qu'on se mange la bougie de la mort, bah nous, ça coûtera 0,5% sur le portefeuille et pas plus dans le pire des cas. Donc je le redis vite fait, le trade est placé là parce qu'il y a une petite zone d'inefficience en horaire qui est ici, là, donc 67 420, au moment où on a fait la plus grosse impulsion mardi après-midi. Et ensuite, le stop, lui, il est à placer sous le dernier swing low horaire, donc à 66 420, qui est le bas de la candle, pour être tout à fait précis, si le truc veut bien, voilà, le bas de la candle 1 heure du mardi 31 mars à 16h. Voilà. Pour moi, c'est ça l'opportunité, c'est de continuer un flux haussier horaire et en allant chercher bah après les plus hauts d'aujourd'hui éventuellement, et puis une zone, hein, la zone dont pas mal de gens parlent de plus en plus, c'est-à-dire de retourner faire un tour vers les 70K et peut-être sur les plus hauts de la semaine dernière, donc plutôt les 71. Déjà, ça ce serait super, ce serait la réussite totale du truc. Donc, euh, Ok, donc voilà. ok. Et puis une petite dernière question. Alors, je sais pas si tu as une réponse à ça, mais est-ce que tu vois une corrélation entre le Nasdaq et le Dow Jones? Est-ce que tu t'y intéresses d'ailleurs au Dow Jones? Je regarde moins le Dow Jones, donc je suis moins bien placé pour en parler, mais il n'y a pas toujours une corrélation Nasdaq-Dow Jones. Ça, je le Ouais, sais quand même. J'ai échangé avec des gens qui tradaient pas mal le Dow Jones. Si on a du temps, je pourrais montrer aussi deux, trois choses sur les indices, mais le Dow Jones, c'est un indice avec déjà, il y a que 30 valeurs dedans. C'est des grosses boîtes, c'est beau, c'est de l'industrie, il y a de l'industrie, il y a de la finance. Et dans le Nasdaq, il n'y a pas d'industrie et il n'y a pas de finance. Donc, ok, les ouais. gros, tu vois, forcément, tu vas avoir des journées qui seront favorables au Dow Jones euh, et où le Nasdaq, il va pas autant suivre, quoi. Et inversement, si on est des journées pure croissance, spéculation, tech, t'as le Nasdaq qui va prendre +3 et le Dow Jones, il va faire +1, quoi. Donc, il y a une forme de corrélation parce que c'est des actions US, mais elle n'est pas à son maximum. En tout cas, beaucoup moins que le Nasdaq et le S&P 500, qui eux sont beaucoup plus corrélés quand même. Ok, ok. Bon, bah merci Jules, écoute, merci pour tout là encore. Avec plaisir. Bon, du coup, Ouais, c'est génial, ça a oh, coupé, ouais. Ouais, je disais, ouais, c'est cool, ça sent toujours la passion, la transmission, et ça c'est agréable. Et l'expertise. Euh, du coup, ouais, bon, on se donne rendez-vous, ouais, vers les 2h50, etc. Si on arrive à se trouver une petite retransmission, là, je vais trouver ça d'ici là. Je pense qu'on peut trouver une retransmission avec traduction française directement. Sinon, on aura dans l'audience. Alors personnellement, je suis pas très bon en anglais. Ce sera difficile de la faire, mais je crois, Jules, si tu te sens de la faire, ou alors on devrait la trouver en français. Ça m'étonnerait pas que même sur BFM ou quoi, il la fasse. je sais pas s'ils feront un direct à cette heure-là, mais après, ouais, moi l'anglais je me débrouille, mais c'est vrai que faire la Oui, traduction en oui. live, parler et tout, c'est chaud. J'ai pas trop fait ce genre Ouais, ouais, d'exercice. ouais, Après, ouais, il ouais, y a un carrément. live hein, sur YouTube, t'as le, j'ai déjà checké, j'ai vu le lien, t'as AP, Associated Press, là, ils vont retransmettre le live et t'as les, Ouais, les ouais, sous-titres automatiques, ouais. t'as les sous-titres, mais c'est vrai que ça va être et je crois que par défaut, ils vont que être en anglais, Ouais, mais bon, écoute, de toute façon, on se trouvera ça, et puis toi, l'idée, c'est que tu te mettes, bah, à la limite, si tu veux trader l'event au-delà
de l'order limit que tu as déjà fixé. Je sais pas si si t'as une propre firme sous la main ou quoi. Voilà, ça peut être pertinent. Et puis s'il y en a d'autres qui nous écoutent et qui veulent reproduire les entrées ou quoi. Après voilà, c'est du fun, Alors, c'est comme tu l'as dit, c'est du high risk, donc c'est plus pour le divertissement qu'autre chose, on va dire. ouais, moi j'ai j'ai plusieurs comptes. Chez Topstep, j'ai plusieurs comptes financés et notamment j'en ai un que normalement je garde on va dire en backup, tu vois. Et à la Ouais, limite, tout à l'heure, s'il y a du monde, je peux sur mon compte Topstep, je pourrais essayer de trader l'event. Alors je me mettrais avec des sizes modestes parce que ouais, ouais. c'est quand même un vrai compte. Même si c'est un compte de backup, je vais pas faire Ouais, de non, folie. c'est clair. Non, 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 no risk, no risk. Et Ok, sérieux, mais je pourrais montrer des process sur des plateformes de futur aussi, comment on peut essayer de rentrer. Pour le coup, des fois même à faire, tu vois, des trades un peu plus courts, à aller ouais, choper des fois 10 points, 10, 15 points sur le Nasdaq, tu vois. Voilà. ouais, ok, super. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, à tout à l'heure et merci encore. Merci les gars à tous d'avoir été là. Une vingtaine de participants, je crois, on est monté jusqu'à 50. Non, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et puis bah pour les plus vaillants, on se dit à voilà 2h45, 2h50, ouais 5 minutes avant quoi, histoire d'être ready. Allez, à tout de jeu. Merci. Merci à tous, ciao.